Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Long Live, le podcast de la longévité. Et enfin, ça y est, oui, nous avons réussi à trouver un expert pour nous parler, non pas de couple, mais de sexualité. Oui, la sexualité comme kiff de la longévité. À quel point est-ce qu'on peut continuer à prendre du plaisir en faisant l'amour au lit avec une, deux, plusieurs personnes? Comment est-ce que ça se passe après 40 ans, après 50 ans, 60, 80? Et comment est-ce que ça se passe pour les jeunes? Surtout, comment est-ce qu'on parle à nos ados de la sexualité? Bref, un sujet long comme le bras, hyper intéressant. Nous recevons pour cette conversation le docteur Gilbert Boujaoudé. Il est médecin généraliste, sexologue et andrologue, spécialiste donc des hormones masculines. Et puis, il a aussi créé ce site internet charles.co qui permet des consultations, surtout pour les hommes, mais aussi pour les femmes, autour de la sexualité avec des médecins sexologues. Nous le recevons donc à Wojo, cet endroit de coworking où je travaille le mardi et le jeudi avec mon équipe. Je vous souhaite une très bonne écoute, amusez-vous bien et surtout, kiffez, profitez, le sexe, c'est la vie. Salut! Bon, merci beaucoup Gilbert de venir nous éclairer de vos lumières. Donc vous êtes médecin sexologue et andrologue. Exact. Donc, andrologue, c'est la santé sexuelle des hommes. Un peu comme la gynécologie masculine. Ok. Et, comme andropause, andrologue. Voilà, c'est ça. Très bien. Et dans la médecine sexuelle, il y a aussi toute la partie ménopause, etc. Donc c'est une façon de couvrir un peu tous les aspects de la sexualité et on va dire de la vie intime. Donc on va parler sexualité et pas forcément couple. Voilà, on ne fait pas de la thérapie de couple, un mélange des deux. Donc, le fil de mon interview, c'est de parler de la sexualité au fil des âges, mais j'aimerais qu'on commence par ce qui m'intéresse le plus, et je pense aussi donc ma communauté, puisque voilà, généralement, vous avez entre 30 et 50 ans. Donc, en gros, la sexualité vers l'âge de 40 ans, la quarantaine, ouais. Comment est-ce que ça se passe? Parce que j'ai lu, il n'y a pas très longtemps, un sondage qui m'a un peu frappée. La majorité des femmes de 40 ans sont en couple. 80% des femmes en France de 40 ans sont en couple, selon l'INSEE. 20% célibataires. Donc, en gros, à 40 ans, en couple, la sexualité, ça ressemble à quoi? Vous aurez pu lire un sondage, un deuxième sondage qui est un peu plus flippant. C'est que la tranche d'âge la moins épanouie sexuellement, c'est la tranche d'âge entre 40 et 55 ans. J'osais pas, je connaissais pas ce chiffre. Alors, mais c'est pas non plus une entre 40 et 50 ans. Oui. Homme ou femme ou les deux? Les deux. Mais il y a des raisons pour ça. En fait, je trouve que c'est un âge charnière, la quarantaine, d'un point de vue sexuel et même relation affective. Parce qu'avant, on est encore en phase de découverte. Et il ne faut pas oublier qu'avant l'âge de 30-35 ans, on est encore bien imprégné par des choses de type éducation, ce qu'on a vécu. Voilà. On est encore dans des constructions qui ne sont pas forcément notre vraie personnalité. Hommes et femmes? Les deux, vraiment les deux. Et on est encore dans des représentations de ce qu'on nous a appris. À 30-35 ans, on n'est pas très très loin non plus de ce qu'on a appris, si on a fait des études, ce qu'on a appris avec la famille, les cousins, les cousines, etc. Et donc, ça met très longtemps, en fait, finalement, à se révéler. C'est très long. Parce que pour se débarrasser de quelque chose dont on a été imprégné, c'est pas si simple que ça. C'est pour ça, quand on dit à quelqu'un, mais essaye de changer, il faut lui laisser le temps de changer. On ne change pas comme ça en claquant des doigts, parce qu'on a été imprégné. Donc, à 40 ans, c'est une période charnière où on est en train de enfin commencer à connaître notre vraie personnalité. Sexuelle et générale. Et affective, et dans la vie de tous les jours, et dans le travail, etc. Un exemple tout simple, on peut très bien avoir une éducation qui nous apprend, et vous allez voir le lien avec la sexualité, parce qu'il y a un lien, qui nous apprend par exemple le sens du devoir. Il faut que tu fasses les choses avant de t'amuser, l'abnégation, le courage, etc., qui sont des belles valeurs. Et on essaye tous de transmettre ça à nos enfants, je le fais aussi. Sauf qu'on oublie en général de rajouter, mais n'oublie pas de t'amuser. Sens du devoir, mais n'oublie pas de t'amuser. Sauf qu'un peu à la fois, on commence à dire, mais en fait, j'étouffe dans ce truc, j'ai étudié, j'ai travaillé, j'ai construit, je me suis mis en couple, je paye la maison, etc. Je ne fais que des devoirs depuis 40 ans.
j'aimerais là commencer à respirer un peu, à vivre, à faire des trucs, juste parce que moi, ça me parle, ça me dit quelque chose, qui n'ont pas un intérêt direct dans la construction. Donc, c'est un âge charnière comme ça. Et sexuellement, c'est la même chose. C'est-à-dire, tiens, ok, on a une vie sexuelle, elle n'est pas si mal que ça, mais je rentre dans une période de vie, d'ailleurs, à 40 ans, si on a eu envie d'avoir des enfants, c'est qu'on a soit 1 ou 2 enfants dans cette tranche d'âge-là, parfois plus. Et donc, la vie sexuelle a eu des yo-yo, grossesse, post-accouchement. Les gens qui ont eu des enfants savent que dans les mois qui suivent, on fantasme sur le lit, pas sur l'autre. On est tellement crevé que... Voilà. Et puis, elle fait yo comme ça. Et donc, on arrive progressivement dans une tranche d'âge où on commence à dire, mais en fait, ok, ça fait peut-être 20 ans, 25 ans que j'ai une vie sexuelle, mais si je compte là ces dernières années, c'était très espacé. Il y a une phrase qui se dit beaucoup en Angleterre, c'est si on met une pièce de monnaie dans la tirelire, la première année d'une relation, une pièce à chaque fois qu'on fait l'amour, on remplit la tirelire, on ne la videra jamais sur les toutes années restantes en enlevant une pièce de la tirelire à chaque fois qu'on fait l'amour. Ouais, c'est mieux dit en anglais, mais je ne sais pas si vous avez vu. Mais on voit le... D'ailleurs, c'est amusant qu'on en parle, puisque je fais une petite parenthèse, parce qu'il y a encore un truc sur la quarantaine. Beaucoup de personnes disent « Ah, mais avant, au début de la relation, on faisait l'amour tout le temps, et maintenant moins. » Sauf que au début de la relation, on ne vit pas ensemble. Eh oui. Ça ne veut pas dire que quand on vit ensemble, ça casse l'amour. Ce n'est pas de ça que je veux parler. Ça veut dire... en parlera au débrief avec David. Ça veut dire qu'avant, quand on se voyait, on se libérait pour se voir. Et donc, on faisait l'amour. Et ça donne l'impression que dès qu'on est ensemble, on fait l'amour. Sauf qu'on ne se voyait pas non plus H24. Mais après, quand on vit ensemble, si ça se trouve, on fait l'amour toujours 2 fois par semaine, ou 1 fois par semaine. Mais c'était le nombre de fois où on se voyait avant. Sauf qu'on compare à quoi ? Au lieu de comparer nombre de fois où on fait l'amour sur un mois, on compare nombre de fois où on fait l'amour par rapport au nombre de fois où on se voit. Bah oui, ça c'est beaucoup moins quand on ne vit pas ensemble. Hyper intéressant. Donc du coup, moi j'ai un sentiment que c'est la quarantaine, il y a une sorte de palier un peu. Peut-être de la sexualité, palier de la vie de couple. On a une sorte un peu de... C'est une sorte de transition, quelque chose qui s'installe. Alors évidemment, c'est très variable selon l'histoire du couple. Par exemple, un couple où tous les deux ont une quarantaine d'années, mais qui se sont rencontrés il y a 2 ans, n'aura pas la même vie sexuelle qu'un couple qui est ensemble depuis 10-15 ans. Et à l'âge de 40 ans, la quarantaine, 40 à 50 ans, il y a une particularité alors, dans nos pays occidentaux qui joue beaucoup sur la sexualité. C'est une période de vie assez stressante. Il y a les enfants, si on a eu des enfants. Il y a le boulot, on est dans la phase où on ne peut pas encore dire « c'est bon, j'ai fait mes preuves, ça va ». On est encore dans une phase où peut-être qu'on se bat aussi pour avoir un poste plus important, où on se demande si on veut changer de travail ou pas. Il y a souvent un crédit qui est à payer pour la maison, si on a acheté une maison. Les parents qu'il faut aller voir encore un peu, etc. Donc, c'est des intensités de vie énormes. Et on le voit d'ailleurs dans cette tranche d'âge-là. Il y a beaucoup de consultations pour problèmes sexuels. Par exemple, je ne sais pas si vous le savez, dans la tranche 40 à 50 ans, à votre avis, combien de personnes disent « j'ai un problème sexuel pour lequel j'aimerais de l'aide ». Pas un problème qui est arrivé 1 fois ou 2, mais un problème qui s'est installé dans le temps. Le pourcentage homme-femme ou juste homme ? C'est le même pourcentage pour les hommes et les femmes. C'est les mêmes pourcentages pour les deux genres. Je ne sais pas, je me dis 50%. Moins quand même. Moins. Mais il y a 35% des 35%. personnes. Ce qui veut dire 1 sur 3. Plus d'1 sur 3 qui dit sexuellement, ça ne va pas. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est une période pourrie sexuellement, mais si vous avez la quarantaine et que vous vous dites « Ah, mais je ne profite pas de ma vie sexuelle », vous inquiétez pas, ça va venir. C'est hyper intéressant, parce que moi j'ai l'impression qu'on est plutôt sur le plateau haut et qu'après ça décline. Non, pas du tout. Pas du tout. Et si vous voulez, on en parlera un peu. Oui, c'est ce qu'on va faire. D'ailleurs, on arrivera bientôt à 60 ans. Oui. Un peu à la fois. Mais alors du coup, avant qu'on arrive à 50 ans, et si ça commence à aller mieux à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait là quand on est sur ce peut-être plateau d'insatisfaction ? Est-ce qu'il y a des choses à faire ? Raviver la flamme ? Aller voir ailleurs ? Faire chambre à part ? Il y a d'autres solutions. Vous me parlez d'habiter ensemble ou pas. 2 maisons, c'est peut-être plus compliqué que 2 chambres à part. Il y a des couples qui finissent par vivre séparés pour sauver leur couple.
Et c'est vrai. Hein. Et j'ai déjà vu des couples qui disent, bon, OK, on va se vivre séparément, mais on reste ensemble et ça a sauvé. Mais bon, c'est pas le plus courant parce que ça fait très, très peur. Quand on dit financièrement, c'est compliqué aussi. Et puis, il faut assurer ça. Puis, s'il y a des enfants, il faut assurer ça. Non, il y a d'autres solutions. En fait, quand on est dans la période de 40-50 ans et qu'on commence à avoir des problèmes sexuels, j'ai l'habitude de dire que les gens qui ont des problèmes sexuels dans cette période ont de la chance. OK. C'est provocateur. Hein. Pourquoi ça? Je dis ont de la chance. Parce que comme il y a des problèmes sexuels, ça va embêter. On va finir par dire, bon, il faut que je consulte. Et par exemple, sur la plateforme Charles.co, il y a beaucoup qui viennent téléconsulter dans cette tranche d'âge-là. Autant d'hommes que de femmes? Alors, sur Charles.co, c'est surtout des hommes. OK. Mais le pourcentage d'hommes et de femmes qui demandent de l'aide sexuellement est à peu près le même. D'accord. Et quand on consulte pour un problème sexuel, et en fait, en faisant le point avec le spécialiste, on va se rendre compte qu'il n'y a qu'une chose à faire, c'est reprendre soin de soi-même. On bosse, on court partout, on s'occupe de tout ce qu'il faut, etc. On ne fait plus de sport, on n'a plus le temps, on est fatigué le soir, on se met à pas bien manger, etc. Et donc, en fait, c'est une occasion en or pour dire, OK, je dois d'abord m'occuper de moi avant de m'occuper de mon couple. Il faut que je sois moi bien. Et parce que là, il y a des personnes qui disent « Oui, mais j'ai jamais le temps de m'occuper de moi. » Ben, en fait, c'est ça le problème. Oui. C'est pas du tout ce qui se passe derrière le problème. Le problème, c'est que tu n'as pas le temps de t'occuper de toi. Mais il faut se réorganiser probablement Donc, à nouveau, autrement. finalement, on parle du sommeil, du sport, de l'alimentation équilibrée. Ça joue énormément. Exactement. C'est d'ailleurs une super prévention contre l'andropause. On en reparlera si vous voulez, mais c'est une des différences avec la ménopause. C'est que l'andropause, on peut faire des choses pour l'éviter. Et d'ailleurs, même pour les femmes qui vont avoir une ménopause, les études montrent que celles qui, dans les 5-10 ans avant la ménopause, ont commencé à reprendre soin d'elles-mêmes, à s'occuper d'elles-mêmes à fond, en fait, elles traversent la ménopause beaucoup mieux que celles qui ont attendu la ménopause pour se reprendre. Oui, c'est tout à fait des propos qu'on a déjà eus d'experts en hormones féminines. Donc, sur le plan de la sexualité, dans cette tranche d'âge-là, si on se rend compte qu'on n'est pas épanoui, première chose, c'est on reprend soin de nous. OK, donc est-ce qu'on fait assez de sport, bien manger, dormir? Deuxième, ah oui, j'ai oublié, et du temps seul. Et du temps seul. C'est un des trucs qu'on oublie le plus. Ça n'existe pas. Ben, dans une vie de famille à 40 ans. Voilà, moi j'ai 2 enfants qui ont 10 et 14 ans. Je ne suis pas divorcée, donc on est tout le temps à fond les uns sur les autres. On n'a pas une immense maison non plus. Et ce temps seul, il a une importance capitale et je vais vous le prouver. Quand on est célibataire et qu'on a des dates, c'est rare qu'on sorte du boulot, qu'on aille au date. On passe vite fait chez soi, on se prépare, on se sent mieux en faisant ça. On se dit on va aller au resto, on est célibataire et on va aller se rejoindre quelque part, être ensemble. Mais on finit pas de faire le ménage et on va au resto. On prend un petit temps, on se prépare, on prend un temps dans la salle de bain parfois, etc. C'est un sas de décompression essentiel. C'est super difficile de passer de « j'ai fini de ranger la dernière chaussette qui traînait et on va faire l'amour ». C'est vrai. C'est impossible. Et même s'il y a beaucoup de complicité, etc., c'est très difficile. Alors que si, par exemple, on s'est préparé, je vous donne un conseil tout bête pour avoir du temps. Imaginons que vous vous dites, allez, avant de manger, on va se préparer pour manger, ou les enfants sont occupés, etc. On va se préparer tous les deux. Par contre, toi, tu es dans la chambre, moi, je suis dans la salle de bain, on se prépare. Mais il n'y a pas de... Au fait, tu sais où il est, mon pull? Non, on ne se parle pas. Chacun se prépare dans son coin, on est dans la même maison. Au moins, quand on se revoit, qu'on ait plaisir à se revoir à ce moment-là, comme deux personnes qui sont préparées. Et ce sas de temps seul, moi, j'ai par exemple des personnes, la solution pour retrouver de la libido dans leur couple a été que, dans ce cas-là, c'était monsieur, il rentre du travail, il me dit, moi, je rentre du travail, je rentre dans la maison, et tout de suite, c'est les enfants qui me parlent, oui, madame qui est fatiguée parce qu'elle est rentrée avant moi, donc elle s'est occupée des enfants, c'est à moi de prendre le relais. Et après, quand on a fini, on se regarde tous les deux comme ça, puis on s'endort. Voilà. Et c'est logique. Classique. C'est logique. Et donc, lui, par exemple, ce qu'il fait, il rentre du travail, il s'est arrangé avec... c'est un accord avec sa femme. Il reste dans la voiture, devant chez lui. Il allonge le siège, il met de la musique, et il fait un quart d'heure dans sa voiture tranquillement, avant de rentrer à la maison. Il a fait et il rentre et il est content de rentrer tranquillement. Sa femme sait que quand il va rentrer, elle va pouvoir aller tranquillement s'allonger.
Et donc, quand ils se retrouvent après, ils ont l'impression qu'il y a eu... Et c'est 10-15 minutes par-ci, par-là. Donc, du temps seul est hyper important. Et troisième chose, de parler. C'est pas pareil que de se dire, écoute, notre vie sexuelle n'est pas épanouie, mais je sais que c'est pas parce qu'il y a un problème entre nous. Je sais parce qu'on se voit pas, on court tout le temps, on est fatigué. Rien que ça soulage de se dire, ok, tout va bien entre nous. C'est pas de ma faute, c'est pas à cause de moi, C'est parce ça. que je ressemble à comme ça, j'ai vieilli, j'ai des cheveux blancs, ce genre de choses. C'est exactement ça. C'est pas pareil que de se dire, mais en fait, pourquoi on s'aime plus, on est distant. Ben non, écoute, ça serait différent si on avait un peu de temps. Rien que ça soulage en fait. Donc ça, c'est pas finalement ranimer la flamme, c'est plus genre... Ensuite, on peut ranimer la flamme. On attend un peu. En fait, est-ce qu'on se dit ça? Est-ce qu'on se dit, attends, on attend et ça ira mieux dans 5 ans? Non. 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 En fait, l'attente passive est généralement pas efficace sexuellement. Il faut une attente active. Ce que j'appelle l'attente active, c'est, ok, on n'a pas une vie sexuelle super, mais écoute, on va commencer d'abord par chacun se... Toi, t'adorais aller faire du sport avec tes potes, vas-y, refais-le. Toi, t'adorais te voir avec tes copines, vous alliez faire des choses, une activité, vas-y, refais-le. Moi, je m'occupe des gamins pendant ce temps-là, etc. D'abord, on va se réorganiser. Deuxième étape, on va trouver du temps où on discute, on se donne objectif, on ne parle pas des factures, des trucs, t'as sorti la baguette, machin. On parle juste de nous, des vacances, on se remémore des moments qu'on a passés. Une fois qu'on a remis ça en ordre, là, on va dire, tiens, on va rallumer la flamme. C'est quand même un travail finalement. Enfin, absolument. Ça demande d'y penser régulièrement, de ne pas être dans la réaction permanente de t'as fait ci, t'as fait ça, t'as pas rangé, aide-moi à vider le lave-vaisselle. Enfin, ça demande... C'est un vrai travail. Oui. Non, il faut sortir de son quotidien, quoi. En fait, c'est comme quand on travaille, quand on s'occupe des enfants, c'est un vrai travail. Oui. On a beau le faire par amour, on a beau le faire par instinct protecteur, ça reste un truc à faire. L'erreur, c'est de croire que parce qu'on s'aime, tout va aller bien. Ouais. J'adore cette phrase à noter. L'erreur, c'est de croire que parce qu'on s'aime, tout va aller bien. C'est beau. La vraie phrase, c'est parce qu'on s'aime, on va pouvoir rebondir en cas de difficulté. C'est pas l'amour qui empêche les difficultés. L'amour permet de les traverser. Mais ce qui permet de traverser les difficultés, c'est autre chose. C'est le fait de se dire, attention, notre couple est en train de s'éloigner, de se perdre. Tiens, sexuellement, je sens que ça va pas. Il faut que j'agisse dessus. Je pense qu'il faudrait que je consulte. Tiens, on irait bien consulter à 2, etc. Donc, c'est le fait d'agir. Et je répète toujours que l'amour-passion qu'on a au début, c'est une sorte de blague que la nature nous a faite. Hein. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est une le blague. Côté passionnel au début, moi je dis c'est une blague biologique de la nature. Parce que quand c'est le début de la relation, il y a le côté passionnel. Et un peu à la fois, ça redescend. D'ailleurs, ça va peut-être choquer ce que je veux dire. Heureusement que ça redescend. Hein. On ne peut pas rester passionnel toute la vie. C'est épuisant. C'est quoi, 2 ans, 3 ans épuisant. Max. Vous imaginez, à 4 heures du matin, toujours réveillé parce qu'on a envie de papoter avec l'autre. C'est impossible toute la vie. Bref. On s'est demandé pourquoi ça dure un laps de temps, allez, 1 an, 2 ans, 3 ans si on est gentil. On pense que c'est pour la reproduction de l'espèce. Et qu'au début, la nature nous dit « T'inquiète, je m'occupe de tout, je te mets la dopamine qu'il faut, je te mets tout ce que tu as besoin comme hormone d'attachement et tout, mais vas-y, tu auras la libido, tu auras l'attachement, tu auras beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, d'entente et tout. » Et la nature nous dit aussi, mais ça on ne le sait pas, par contre, après 3 ans, tu te débrouilles. Et bien, il faut profiter de cette période de 1, 2, 3 ans de début pour mettre en place les choses pour qu'est-ce qu'on va faire après. Mais ça, tiens, un truc que je demande beaucoup à des personnes qui disent on a perdu la libido, je leur dis qu'est-ce que vous faisiez avant de faire l'amour? Quand ça allait très bien, vous faisiez quoi? Dans l'heure qui précède. Ça se trouve à rien, on regardait un film, on papotait, un petit resto, boire un verre. Et maintenant, vous faites quoi avant de faire l'amour? Et là, on se rend compte que c'est pas le sexe. On couche les enfants, on nettoie la salle de bain. C'est ça. C'est ça, on prépare les affaires pour demain. Le gamin qui vient de nous dire que demain, il a une sortie scolaire. Il faut préparer le pique-nique, t'as oublié les chiffres. C'est ça. Mais c'est toi qui devais le faire. Mais non, c'est toi qui devais le faire. Oui, bien sûr. Ou bien on parle des impôts, ou ça, des élections. Finalement, machin qui vient dîner, mais je l'aime pas, pourquoi tu l'as invité? C'est ça, il y a ta mère qui a appelé.
Et ton père, ça va, il est sorti de l'hôpital, je vois. Et tout ça, en fait, on peut le travailler. Alors, petite remarque quand même, c'est normal d'avoir ça. Le but n'est pas de ne pas avoir de la routine, parce que la routine a quelque chose de reposant. Je dis toujours, imaginez un couple qui a 0 routine, mais ça part dans tous les sens. Oui. Voilà. Donc, on a besoin de la routine. Par contre, il faut qu'il y ait de la routine et aussi, de temps en temps, une routine de non-routine. Je l'appelle comme ça. C'est un week-end par mois. Ce week-end-là, on va faire autrement que tout le reste. Et bien, rien que le fait de savoir que dans 3 semaines, on va se retrouver. Des petits projets. Et bien, même si pendant 3 semaines, c'était la tension, etc., ben on sait que dans un week-end, dans 2 semaines, 3 semaines, on va se retrouver. Ben, se créer des petits rendez-vous, quoi. Et on voit aussi quand même pas mal de problèmes sexuels liés au fait que, malheureusement, quand on se met dans une relation de couple, qu'on commence à construire, on travaille, on paye les factures, il y a les enfants et tout, honnêtement, on s'occupe moins de nous-mêmes. On a moins le temps. Ça devient comme secondaire, le fait de faire du sport. On finit par manger vite fait, etc. Et ça, ça joue sexuellement. Et donc finalement, là, bon, médecin, sexologue, andrologue, c'est pas vraiment du médical. Enfin, je veux dire, à ces âges-là, c'est plutôt finalement du mode de vie, du lifestyle. Et bien, pour moi, c'est médical. Parce que si c'est pas à ce moment-là qu'on réagit, ben, ce qui va se passer, c'est que 10 ans plus tard, les écarts alimentaires qu'on a fait, ça va se transformer en prédiabète. Le manque de sport qu'on a fait, ça va se transformer en manque de masse musculaire, donc manque de testostérone. Donc manque d'élan sexuel par manque de testostérone. Ça va se transformer en plus de risques de raideur articulaire. C'est un truc dont on parle peu, mais je vous conseille tous, si vous voulez sauvegarder votre sexualité avec l'âge, faites beaucoup de sports de type yoga, pilates, etc. Ah oui? Oui, parce que pendant les rapports sexuels, on a besoin de souplesse articulaire. Vous imaginez quelqu'un qui a le dos raide, qui a beaucoup de raideur dans le bas du dos. Eh ben, voilà. Les hanches raides. Quelqu'un qui n'a pas de gainage, qui n'a pas d'équilibre. Mais en fait, il y a plein de positions qu'on n'arrive plus à le faire. Et ça va. Le fait de se concentrer à tenir, par exemple, dans certaines positions, va nous faire perdre l'érection, perdre le plaisir, l'excitation. Alors que si on a encore une bonne souplesse dans les articulations, dans un bon équilibre, on sait se positionner dans l'espace. Info d'ailleurs pour les personnes qui vous suivent, il a été démontré que les 2 sports qui améliorent le plus la fonction sexuelle féminine. Attention, grosse coupe. C'est démontré. C'est yoga, dynamique, et pilates. Probablement parce que ce sont 2 sports du périnée. Voilà, qui travaillent le périnée et qui aident beaucoup à se réapproprier le corps, en fait. On a une relation avec le corps qui est différente. On sait se positionner, on a un bon équilibre, bon tonus. Et si vous faites d'autres sports, pensez à contracter le périnée quand vous soulevez du lourd. Oui, tout à fait. C'est hyper intéressant, ça. Et du coup, est-ce que, finalement, la bonne sexualité, c'est un indicateur de bonne santé? Complètement. Ou est-ce que la sexualité apporte la bonne santé? Les deux. Les deux. Et d'ailleurs, en médecine sexuelle, on a une expression, on dit que la sexualité, c'est le baromètre de la santé. Alors, chez l'homme de plus de 40 ans, mais c'est flagrant. C'est-à-dire, un homme de plus de 40 ans, s'il a des problèmes sexuels, c'est qu'il y a une raison. Soit il est épuisé, il est déprimé, il y a un prédiabète, la tension qui a augmenté, le cholestérol, la testostérone qui a baissé, etc. Donc c'est un vrai paramètre. Et il faut les deux. Je suis sûr que vous avez déjà vu, entendu parler de ces études qui montrent que les personnes qui ont une vie sexuelle régulière ont moins de risques de mortalité et vivent plus longtemps. Oui, une meilleure longévité. Exact. On oublie de préciser 2 choses quand on cite ces études. Les études ne disent pas une vie sexuelle régulière seulement. Une vie sexuelle régulière épanouie. Ce qui veut dire que les hormones de l'épanouissement contribuent. Et on oublie de dire une deuxième chose, c'est qu'on ne sait pas si c'est le fait qu'ils étaient en bonne santé qui faisait qu'ils avaient une vie sexuelle régulière, épanouie, ou l'inverse. Moi, je pense que c'est les deux. Dans les deux cas. Comme on ne peut pas s'obliger... Oui, chacun impacte positivement. Comme on ne peut pas s'obliger à avoir une vie sexuelle régulière, on peut s'obliger à avoir une bonne hygiène de vie, puisque c'est le point de départ du cercle vertueux dont on parle tout à l'heure. Et alors, pour continuer dans ce plateau un peu d'insatisfaction sexuelle, j'ai cet autre chiffre donc, qui date un petit peu, je sais, vous me direz ce que vous en pensez. C'était un sondage IFOP Glidden. Donc, Glidden, oui. C'est relations extra-conjugales. Un site de rencontres extra-conjugales. Donc, disait que 32% des hommes et 25% des femmes avouent
avoir eu une relation extra-conjugale. Seulement? À vous. À vous. Alors seulement, voilà. Est-ce que c'est plus? Alors, par contre, il y a un truc intéressant. Est-ce que c'est la norme? Je pense que ça va faire flipper beaucoup de gens. Je pense que c'est un peu en dessous de la norme, mais surtout... Donc, à votre avis, c'est plus? Oui, le sondage est petit. Mais surtout si on demande relation extra-conjugale en ayant été dans une relation stable où c'est pas pareil. Des one night, un coup d'un soir, voilà. ou une vraie relation. Ou une relation qui était dure. débutante, qui a arrêté, etc. Par contre, moi, ce que je trouve... Alors, à votre avis, qu'est-ce qui est le plus? Si c'est juste un coup d'un soir? Ou plutôt, où c'est plus des relations longues. Par contre, je pense que le chiffre, en tout cas, les dernières enquêtes montrent que chez les femmes, ça a rattrapé les chiffres masculins. Ok, donc en gros, c'est un tiers, quoi. Oui, un tiers. À vous. Qui disent... Déclare. Dans mon expérience, je pense que c'est assez proche, je dirais 30-40%. 30-40%. En sachant que je fais une énorme différence entre ceux qui ont ça comme habitude de vie. Ça fait partie de leur vision du couple d'avoir des relations extra-conjugales. Okay. Et ceux qui le font, sachant très bien qu'il ne faut pas le faire, mais j'ai envie, allez, je le fais. Et ceux qui le font sur un terrain de mal-être dans le couple. Le résultat, on va dire, est le même. Mais la façon de comprendre est très différente en fonction de la raison pour laquelle on a été. Moi, ça m'a beaucoup intéressé de voir que les chiffres chez les femmes ont augmenté. Depuis quand? Sur les 20 dernières années. Depuis Gliden. Gliden, c'est surtout pour aussi des gens qui sont dans leur cible. Mais les enquêtes IFOP montrent que le chiffre d'infidélité féminine a rattrapé l'infidélité. Pas encore autant, sauf en Grande-Bretagne. C'est le seul pays où il y a plus d'infidélité féminine que masculine. Bah ça alors. Ouais, de quelques 0,5% de plus, okay. Mais voilà, c'est le seul. Mais je pense que c'est lié au fait que les femmes sont plus indépendantes aussi. Que socialement, il y a encore 20 ans en arrière, une femme infidèle, c'était beaucoup plus mal vu qu'un homme infidèle. Là, de nos jours, les deux sont mal vus à peu près de la même façon. Voilà. Donc, ça rejoint à peu près la même chose. Le score de non-épanouissement sexuel dans le couple est beaucoup plus élevé que ça. Ça, c'est juste les relations extra-conjugales. Mais en France, on sait que pratiquement 60% des gens en couple disent ne pas être totalement épanouis sexuellement. 60%. Et je pense que dedans, il y a énormément qui ne sont pas épanouis sexuellement seulement parce qu'ils pensent que d'autres le sont à cause des réseaux. Quand on va sur Instagram... La comparaison aux autres. Ouais. On a l'impression que la vie de couple de telle ou telle personne est nettement meilleure que la nôtre. On a l'impression qu'ils font des voyages nettement meilleurs que les nôtres. Bien sûr, que leurs enfants sont bien plus sages que les nôtres. Qu'ils se prennent dans les bras, ils se font des bisous bien plus que nous, etc. C'est que des réseaux. Hein. Oui, c'est vrai que finalement, la relation de couple longue durée, elle est... On en parle très peu finalement, on a pas mal parlé de tout ce qui était séparation, divorce, la place du père, de la mère, les enfants, comment normaliser aussi. Et finalement, la relation longue durée, on en a assez peu parlé finalement, et de la satisfaction ou de l'insatisfaction qui peut en découler. Parce que c'est pas parce qu'on s'aime pas qu'on fait plus l'amour. Enfin voilà, c'est ça. Et je trouve que les réseaux sociaux ont provoqué... une partie de consultation, par exemple, sur la plateforme Charles.co, on a beaucoup de personnes de 35, 40, 45 ans qui téléconsultent en disant j'ai tel ou tel problème, par exemple problème d'éjaculation, problème d'érection, problème de libido. Et quand on interroge, en fait, il n'y avait pas vraiment de problème. Sauf qu'ils pensaient qu'il y avait un problème. Parce qu'ils pensaient qu'il fallait être meilleur que ça, il fallait être plus performant que ça. Beaucoup d'hommes, par exemple, consultent pour des problèmes d'érection dans cette tranche d'âge-là. Et le diagnostic le plus fréquent, c'est état d'épuisement mental. Sauf qu'on ne se rend pas compte que ce n'est pas une dépression. C'est le burn-out, juste. C'est une sorte de burn-out de la vie quotidienne. Mais comme on tient le coup, on ne se rend pas compte. Et c'est que quand on demande, est-ce que vous riez autant qu'avant? Pas trop. Est-ce que quand vous regardez un film, vous en profitez autant qu'avant? Pas trop. Est-ce que quand vous êtes avec des amis, est-ce que vous kiffez le moment autant qu'avant? Pas trop. Je suis en train de penser à des trucs. Et c'est là qu'ils percutent qu'en fait,
ils n'ont plus d'énergie sexuelle parce que leur énergie mentale a tout bouffé, en fait. C'est fou parce qu'on a eu il n'y a pas très longtemps dans le podcast donc Juliana Antero, qui est une chercheuse à l'INSEP sur la santé féminine, le cycle hormonal féminin et le sport de haut niveau, et qui nous disait que notamment la libido et l'ovulation sont des indicateurs de santé féminin tous les mois. Et finalement, chez les hommes, c'est un peu pareil. La sexualité, la qualité de la sexualité, c'est un indicateur de santé générale. Complètement. Et je dis toujours, super intéressant, ça. On n'a pas de problème sexuel sans raison. Ça n'existe pas, un problème sexuel juste comme ça. Le corps qui a décidé d'arrêter et puis il n'y a aucune explication. Il y a toujours une explication. Ok. Et alors, donc, pour revenir à cette infidélité, parce qu'on a pas mal travaillé les questions avec David, notamment sur ce thème, mais parce que donc, si c'est si fréquent... ça veut dire quand même que la majorité, c'est fidèle, hein. Oui, 60%, ouais, voilà, 60-70% de fidélité, tout à fait. Mais donc quand même, malgré tout, cette très grande infidélité, c'est quoi? Est-ce que ça, finalement, c'est un peu un petit kiff, voilà, et juste ça nous fait partie de nous? Est-ce qu'il faut en parler? Ça fait vraiment partie de la vie? Ou est-ce que c'est un peu un petit truc qui n'existe pas vraiment, qu'on cacherait comme on cacherait parce qu'on s'est acheté un petit pull qui coûte cher et on ne le dit pas, comme une infidélité financière dont on a d'ailleurs parlé il y a quelques mois? Il faut avoir 2 comptes séparés quand c'est comme ça. Sinon, ça va se voir. En fait, je conseille surtout en cas d'infidélité ou déjà quand on sent qu'on on est tenté d'être infidèle, il faut se poser la question pourquoi. Est-ce que je commence à être tenté d'être infidèle parce que je commence à sentir que c'est la fin de mon couple? Autant mettre fin au couple et passer à autre chose tranquillement. Pourquoi te mettre en difficulté comme ça? Si c'est juste parce que j'ai l'impression que j'étouffe et j'ai besoin d'aller m'amuser, parce que dans la vie de couple, oh là là, c'est chiant, c'est non, il faut faire ça, j'ai envie d'autre chose. En fait, c'est l'occasion de dire à la personne avec qui tu es, écoute, ça ne me convient pas, ça ne te dirait pas qu'on change un peu ce qu'on est en train de faire? C'est aussi une façon de faire. Si c'est juste comme ça, on dit oh, je m'en fous, de toute façon, moi, voilà, c'est une personnalité, ça. Et attention, quelquefois, alors je sais que ça, on a du mal à l'entendre, quelquefois c'est juste le signe d'un mal-être. Et on pense qu'en ayant une autre relation, on va aller mieux, ça y est, on va se retrouver, etc. Ça ne marche pas. Quand c'est le signe d'un mal-être, ça ne marche pas. Il y a quelques rares situations, je suis désolé parce que ça va faire flipper. Il y a quelques rares situations quand même où l'infidélité sauve le couple. L'infidélité sauve le couple. Je vais prendre un exemple d'ailleurs dans la quarantaine-cinquantaine. C'est dans ces cas-là surtout que ça arrive. C'est la zone de tous les dangers finalement, ce que oui, j'écoute. Oui. Vous allez voir, c'est pour ça que je disais 60 ans. On dit sexagénaire, 60 ans. Sexagénaire. Tout à fait. C'est parce que c'est l'âge du sexe. Voilà. C'est bien. Parfait. 69 ans. Non, c'est 40-50 ans. Je vais donner un exemple. Un homme et une femme, ou un homme-homme, femme-femme, qui sont mis en couple. Ils ont construit, etc. Chacun d'eux a évolué tout seul. Mais il s'est éloigné quand même de l'éducation de ses parents, un peu à la fois. Il a commencé à comprendre. Elle a commencé à comprendre que, bon, ok, mes parents, ils m'ont transmis telle façon de faire, mais ils sont gentils, mais le monde a changé. Moi, j'ai envie de fonctionner autrement. J'ai évolué, j'ai appris des choses. Depuis que je suis papa ou maman, j'ai aussi changé dans ma personnalité. On évolue, heureusement. Et en évoluant, on arrive à l'âge de 45, on va dire 45 ans à peu près. Et on est 2 personnes qui ne sont plus les mêmes qui se sont rencontrées. Pas que sexuellement d'ailleurs, d'une manière générale. Ce n'est plus les mêmes personnes qu'il y a 20 ans. Et il y a une question qui fait flipper à ce moment-là, c'est si aujourd'hui, vous vous rencontrez pour la première fois, est-ce que vous vous mettrez en couple? Et bien, des fois, non. Il y a beaucoup de fois, oui, basé sur l'amour d'ailleurs. Et il y a des fois, on dit, ben, j'en sais rien. Et on est là, pas trop se poser cette question. Ouais. Et d'ailleurs, si on se pose la question et qu'on dit oui, c'est un kiff pas possible. C'est un bon sang. Même aujourd'hui, je serais avec lui ou avec elle. Si c'est non, on se pose la question, mais pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Et imaginons, donc je vais aller plus loin pour dire dans quel cas ça peut sauver. Un des deux dit, écoute, moi j'aimerais qu'on soit autrement. Je veux plus qu'on soit juste un couple de partenaires.
Et ça, les coparents, copropriétaires. Je veux plus qu'on soit juste une équipe. Je veux qu'on soit de nouveau des amoureux. Pas juste s'aimer, mais de retrouver... Et que l'autre, ça ne l'intéresse pas trop, quoi. Et d'ailleurs, dans ces cas-là, c'est assez passionnant parce que celui qui n'a pas changé, il dit « Mais moi, j'ai rien demandé, c'est toi qui as changé. » Et il a raison. Et l'autre qui a changé, il dit « Ouais, mais moi, j'ai envie qu'on aille mieux. » Ben, il y a des situations où aucun des deux n'a envie que ça s'arrête. Il y en a un des deux qui a changé d'option, qui a changé d'optique, qui sait qu'il est en difficulté. Ben, c'est déjà arrivé que le fait d'avoir une relation en dehors, ben, en fait, c'est ce qui fait qu'il trouve un équilibre. Et il dit ben, « Je vais rester avec mon couple. » Et puis j'ai une relation en dehors, sauf qu'en général, ce n'est pas une relation suivie en dehors. C'est juste le fait de dire, bon, allez, je vais m'amuser un peu de temps en temps. Si vous êtes tenté par ça, vous pouvez le faire, pour pas, parce que c'est très, très difficile quand même comme situation, parce que là, on a les gens qui m'écoutent, c'est en train de dire, oh, ils normalisent ça, vas-y, tranquille, trouble. Non, si vous êtes tenté par ça, prenez conscience que ce que vous avez besoin, c'est d'avoir une passion en dehors du couple. Ça peut être autre chose qu'une passion de relation, en fait. Ça peut être tout d'un coup se passionner pour faire de la peinture, pour faire du sport, pour faire autre chose. Du moment que vous avez un échappatoire passionnel, puisque ce qui vous manque dans le couple, c'est la passion. Ok. Mais là, du coup, je sors un peu du débat, mais est-ce qu'on est fait pour être en couple aussi longtemps ? Par exemple, mes parents non. qui sont en train, ils vont fêter, ils se sont mariés en 75, donc vous faites le calcul. C'est quand même, bientôt 60 ans de mariage. Je vais vous poser la question à l'envers. Est-ce qu'on est fait pour Pourquoi vivre ? on se met en couple ? Alors moi, j'ai une théorie sur ça, mais... Quand on réfléchit pourquoi on se met en couple, et au début, initialement, on se met en couple parce qu'on a envie de voir beaucoup la même personne, celle à qui on s'est attaché. Mais ensuite, pourquoi on vit ensemble et on partage, etc. Ça, c'est juste pour le côté pratique. Donc, c'est pas parce qu'on est amoureux qu'on va faire un crédit qui va nous endetter. Ça n'a rien à voir. Par contre, une fois qu'on a fait le crédit, il va falloir l'assumer, quoi. Ça s'appelle l'amour est dans le prêt, PRE, accent circonflexé. C'est ça. Et donc, d'ailleurs, il y a des études qui ont essayé de savoir est-ce que l'être humain est fait pour être monogame, polygame. Il y a le professeur Cyrulnik qui avait eu des conférences sur ce sujet en disant que clairement, non. Mais en fait, c'est un bazar chez l'être humain. Chez les animaux, on arrive à dire telle espèce animale est plutôt monogame, plutôt polygame. D'ailleurs, il y a des espèces animales où c'est le mâle qui s'occupe même de la descendance. Il y a des espèces animales hyper jalouses, comme les perroquets. Ils peuvent s'arracher les plumes entre elles. Et on sait génétiquement qu'il y a quelque chose prévu comme ça. Chez l'être humain, c'est un bazar, on n'arrive pas à savoir. Avec l'expérience, je dirais que l'être humain est prévu pour être monogame par série. Monogame pendant tous les 10 ans. 10, 15, 20 ans, puis monogame pendant 4-5 ans, puis monogame pendant 10, 15 ans. Puis, voilà. D'accord, des phases de vie. Oui, monogame, mais au long terme. Attention, je sais que là, les personnes qui écoutent... Non, mais je pense que c'est intéressant plus pour prendre le recul et parfois considérer la situation dans laquelle on est. Mais j'ai quand même des patients que je connais depuis très longtemps, que je suis par exemple des hommes qui ont des problèmes d'érection liés à diabète, problème de prostate, et que je vois tous les 6 mois ou tous les ans pendant des années, et qui sont en couple. Et je le dis souvent dans les interviews, il y a des couples que je rencontre en consultation, je n'ai pas envie qu'ils partent de la consultation. Tellement ça fait 40 ans qu'ils sont ensemble, et ils dégagent une complicité, un amour, mais quelque chose d'incroyable. Ça existe. Mais l'autre existe aussi et il n'y a pas de règle. Pour moi, il n'y a pas de norme, ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est intéressant quand même de prendre au moins ce recul-là. Alors parlons de l'après, parce que du coup, vous nous avez vraiment éveillé les sens et on a tellement envie de parler donc, de cette cinquantaine et de ces sexagénaires. À quoi s'attendre ? Parce que moi, clairement, et je pense que la plupart des femmes qui écoutent, la cinquantaine égale désert, sécheresse vaginale, bouffée de chaleur et autres problèmes et on est cancellé dans la société. Voilà, c'est ça, et c'est ça, exactement. Donc, en gros, le programme des réjouissances, c'est pas exactement... En tout cas, c'est pas vraiment dit. Non. Et on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Je trouve que la ménopause, comme l'andropause, est trop mal prise en charge.
on considère que c'est parce que c'est une évolution normale de la nature qu'il n'y a rien à faire. Je rappelle que la baisse de la vue avec l'âge, c'est normal, pourtant on met des lunettes. Oui, la baisse de l'audition, c'est normal. Et on est en train d'ailleurs de tout à fait normaliser les aides auditives hyper fines. Le fait d'avoir de l'arthrose avec l'âge, c'est normal chez certaines personnes. On met une prothèse. C'est pas parce que c'est normal avec l'âge qu'il n'y a rien à faire. Et l'andropause, c'est la même chose. D'ailleurs, l'andropause, son diagnostic met beaucoup de temps parce que les hommes ne font pas attention que ce sont des signes d'andropause. Sur la chaîne YouTube de Charles Pinco, par exemple, j'ai fait des vidéos pour expliquer ce que c'est l'andropause. Et le nombre de personnes qui, juste après, ont dit « mais j'ai tous les symptômes. Je ne savais pas, moi, que ça pouvait être ça. » Surtout que c'est un peu... Je vais reparler de la ménopause après, mais l'andropause est un peu plus... Mais c'est à quel âge? Mais justement... On nous a toujours dit c'est beaucoup plus tard chez les hommes que chez les femmes. Non, c'est à partir de la cinquantaine. À partir de la cinquantaine, donc finalement c'est... À partir, ce qui veut dire que ça peut être à 50, 55, 60, 65. De nos jours, on voit beaucoup plus d'andropause précoce, comme on voit beaucoup plus de ménopause précoce. Ça, c'est malheureusement les cochonneries de toxiques environnementaux et perturbateurs endocriniens. On en voit beaucoup. Des andropauses à 40, 45 ans, 35 ans parfois. Ah oui. Sauf que les premiers symptômes à cet âge-là, ça va être des symptômes sexuels. Imaginons quelqu'un de 45, 50 ans qui a moins de libido, qui est à la maison, qui parle plus beaucoup, qui est un peu fatigué, irritable. Premier truc auquel on va penser, c'est tout ce qu'on a dit avant. Ouais, c'est le couple, c'est la routine, il s'ennuie. Il est fatigué, il en a marre de son travail. Mais si ça se trouve, c'est une andropause. Et c'est quoi? C'est une prise de sang? C'est une prise de sang, oui. C'est la prise de sang qui permet de le confirmer. Il faut 2 prises de sang. Si la première est normale, c'est bon. Si la première est pas normale aux limites, il faut une deuxième, parce qu'on peut avoir des variations. Et il y a un truc que peu de gens savent. L'andropause, c'est une des problématiques de santé pour laquelle on a des traitements depuis le plus longtemps. Les traitements de l'andropause... Comme par hasard, hein. Alors que la ménopause, ça galère encore. C'est toujours pas au point, ouais. Sur l'andropause, les traitements par testostérone, ça a plus de 70 ans. Donc, c'est pas non plus une découverte récente, mais on fait peu le diagnostic. Et il y a aussi encore, malheureusement, beaucoup de professionnels de santé qui disent c'est normal qu'à 50 ans, que tu n'aies pas les mêmes érections qu'avant. C'est normal qu'à 60 ans, tu sois fatigué. C'est pas normal. En fait, c'est-à-dire qu'à 50 ans, 60 ans, un homme a les mêmes érections qu'à 20-30 ans. Toute la subtilité, et c'est là où on a besoin des médecins sexologues, toute la subtilité, c'est de savoir, est-ce que cette baisse, on va dire, d'énergie sexuelle, c'est une baisse normale liée à la moyenne de l'âge, ou est-ce que cette baisse est trop importante? Exemple, un homme d'une 50aine d'années qui a une libido qui est un peu moins vivante, qui a des érections qui parfois sont moins rigides, mais globalement ça va, ça fait partie de la normalité de l'âge. Par contre, un homme d'une 50aine d'années qui dit j'ai plus du tout d'érection, ça c'est une baisse beaucoup trop importante par rapport à la moyenne de l'âge. Donc ça c'est chez les hommes. Chez les femmes, souvent on attend les premiers symptômes pour commencer à agir. Et c'est une grande erreur. Parce que quand on rentre dans les symptômes, pour remonter, c'est super difficile. Donc on commence à agir bien avant d'avoir les symptômes, donc dès la quarantaine. S'il y a 3 trucs que vous pouvez faire pour préserver, ce que je vais vous dire là, c'est issu d'une étude suédoise qui a surveillé des femmes à partir de l'âge de 40-45 ans, qui ont traversé la ménopause et ils ont continué à les suivre jusqu'à l'âge de 55-60 ans. Et cette étude a essayé d'évaluer les femmes qui, après la ménopause, gardaient une vie sexuelle épanouie. Quelles étaient leurs caractéristiques? Quels étaient leurs points communs? Première caractéristique, c'est des femmes qui avaient une vie sexuelle épanouie avant la ménopause. Elles ont plus de facilité à retrouver une vie sexuelle épanouie. Si au moment de la ménopause, ça fait 10 ans que la vie sexuelle n'est pas épanouie, ce n'est pas avec la ménopause qu'on va la retrouver. Donc, quand on arrive à 40-45 ans, si on dit j'ai des petits problèmes sexuels, c'est le moment de consulter et de les régler, en se disant il faut que je sois au top pour la suite, quoi. Ça, c'est première caractéristique. Deuxième caractéristique, bon état de santé générale. Donc, c'est à 40-45 ans qu'on fait le point. Où j'en suis, je consulte, prise de sang, je vérifie est-ce que j'ai pris du poids, ma tension, etc. Je m'occupe de ça. Troisième caractéristique, c'est le truc qu'on déteste, le tour de taille. Si on a pris du poids au niveau du ventre, on sait que sur le plan hormonal, on va se faire fracasser dès que les hormones vont baisser
pour une raison toute simple, c'est que la graisse abdominale, elle est vivante et elle aromatise les hormones, c'est-à-dire elle les transforme. Donc, par exemple, un homme qui a de la graisse au niveau abdominal, la testostérone va être transformée en oestrogène. Donc, il fabrique de la testostérone, mais son corps reçoit de l'hormone féminine. C'est pour ça que quand on a beaucoup de ventre pendant longtemps, on a un peu de sein aussi qui pousse. Et chez les femmes, c'est pareil, c'est un lieu de métabolisme. Donc, c'est avant la ménopause qu'on commence à faire attention à ne pas accumuler de la graisse dans le corps. Okay. Masse musculaire. Les muscles contribuent aux sécrétions hormonales. Et donc, plus on a une masse musculaire... Parce qu'il y a des mitochondries, en fait, dans le muscle, et c'est les mitochondries qui aident à fabriquer les hormones sexuelles. Il n'y a pas que les ovaires, et donc c'est une façon de compenser. Et il y a un dernier critère, ça va faire sourire toutes les femmes qui nous écoutent. Les femmes qui avaient une vie sexuelle qui restait épanouie après la ménopause, c'est les femmes dont les hommes étaient en bonne santé. Parce que quand on voit... D'ailleurs, moi, j'utilise souvent l'expression « couple-pause ». C'est quand les deux... Ménopause, andropause, couple-pause. Et c'est un qui peut induire l'autre. J'ai vu par exemple, je donne un exemple très, très bref, d'une femme qui était persuadée, elle a consulté, elle était persuadée qu'elle avait des problèmes sexuels à cause de sa ménopause. Et on a commencé à discuter. Dans la discussion, son mari était présent. Son mari a des problèmes d'érection. Lui était persuadé que ces problèmes d'érection viennent du fait qu'elle n'a pas envie de faire l'amour. Et donc, comme quand il va vers elle, elle n'est pas réceptive, il est découragé, puis il a commencé à avoir des problèmes d'érection. Okay. Il se trompait, en fait, il avait une hypertension artérielle, il avait une hypertrophie de la prostate, et c'était ça la cause de ses troubles érectiles. Donc, on a mis un traitement qui corrige ça. Ça s'est corrigé. Et je lui ai demandé à cet homme, je lui ai dit, écoutez, ça serait bien aussi que vous perdez un peu de poids, ça serait bien que vous refassiez du sport, que vous remarchiez, que vous sortez. OK, Et pendant ce temps-là, on continuait à creuser, à travailler du côté féminin. Malheureusement, cette femme-là, son gynécologue a mis du temps à accepter l'idée d'avoir un traitement hormonal substitutif. D'ailleurs, ça s'est terminé par de la DHEA en intravaginal, les contre-indications sont hyper rares et c'est un produit que peu de gens connaissent. Sauf qu'entre deux, je les revois et madame me dit « Mais en fait, depuis que lui, il refait du sport, il bouge, il n'est pas tout le temps assis devant la télé en train de regarder les chaînes d'infos à stresser en permanence. Et il est là, il était toujours derrière moi dans la maison, qu'est-ce que tu fais, etc. Ben là, je le revois, il est reparti, il remarche, il fait du sport, il revit, il a l'air heureux, il a retrouvé ses érections du matin, il se réveille tout content. Ben, le fait de le voir comme ça, moi, ça a réveillé ma libido. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas la ménopause. C'était l'état de santé de son homme qui faisait que... C'est pour ça que je disais que c'est le moment de faire le point global avant la ménopause. Donc là, vous nous décrivez quand même un peu un puissant fond, là. Donc, non, elle est où la libération de la cinquantaine Il y a plusieurs libérations. Déjà, sur la ménopause, pour info, je sais que... Je le sais, je ne le nie pas, que les médecins ne sont pas emballés par l'idée de traiter ça. Malheureusement, c'est resté sur des vieilles connaissances scientifiques anciennes. Sachez que les traitements locaux appliqués directement au niveau génital pour la ménopause, que ce soit la DHEA ou l'œstrogène, ont peu de contre-indications et sont largement suffisants, ne serait-ce que pour éviter tout ce qui est cystite, parce que les cystites après la ménopause augmentent, éviter le vieillissement de cette zone-là. Et on a démontré que ça permet de garder la libido. Et ça a été une découverte très importante des études. Pendant longtemps, on disait, mais si, quand on met les hormones dans le vagin, la libido revient, c'est peut-être parce que les hormones sont en train de passer dans le sang. Et donc, ça révèle la libido. C'est faux. Quand on met les hormones DHEA, oestrogène, au niveau vaginal, ça protège cette zone-là du vieillissement sexuel. Donc, la vulve reste consistante. La peau n'est pas fragile. J'aime bien utiliser l'expression ça reste confortable, en fait. Ça fait comme un coussinet. La circulation sanguine reste bonne. Donc, quand on a des relations sexuelles, c'est agréable, confortable, plus de possibilités de plaisir, d'excitation, d'orgasme. Donc, plus de facilité de garder l'envie. Et c'est comme ça qu'on a compris qu'une des raisons pour laquelle la libido diminue après la ménopause n'est pas le fait que la chute des hormones diminue ici, c'est le fait que la zone sexuelle, elle, s'endort, et ça n'encourage pas du tout à continuer la vie sexuelle. Donc,
tout ce qu'on fait pour cette zone-là est bon. On travaille le périnée. Ça, c'est les conseils simples, 3 conseils simples pour la ménopause. Il y a le laser aussi. Travailler le périnée. Tout ce qu'on peut faire pour améliorer la lubrification. Et je vous conseille de parler plutôt d'utiliser des humidifiants, pas seulement des lubrifiants. C'est des produits qu'on met 2 ou 3 fois par semaine dans le vagin et qui donnent une épaisseur et une consistance. C'est quoi? C'est sous forme d'ovules? C'est souvent des gels, des ovules. Il y en a de plus en plus et je trouve que c'est génial parce que les derniers, il y en a plein qui sont naturels. C'est sans ordonnance. Ça contient en général aussi des probiotiques pour éviter les infections, de l'aloe vera, de l'acide hyaluronique, etc. Ne serait-ce que ça, même sans hormones. Tout ce que vous pouvez faire pour que cette zone-là reste confortable pour vous, ça va préserver la libido aussi. Un antiride vaginal. C'est ça, c'est exactement ça. Un hydratant. Comme le laser aussi. Le laser, c'est une possibilité. Alors, le laser, surtout intéressant si vous êtes tabagique, diabétique. Ça va agir sur la circulation du sang. Donc, périnée, au niveau vaginal. Et c'est le moment de commencer à se libérer, justement. Et alors, comment est-ce qu'on se libère? C'est-à-dire qu'on attend que les enfants soient à l'université et qu'on soit un peu plus cool à la maison pour s'éclater dans le salon? On n'attend pas qu'ils quittent la maison. On les responsabilise dès qu'ils rentrent dans l'âge de responsabilité. Il y a une erreur qu'on commet beaucoup en tant que parent. Le gamin, il a 13, 14, 15 ans. On continue à s'occuper de lui. On a pris l'habitude de s'occuper. C'est l'âge où on doit se fatiguer à lui dire « Non, ça, tu dois le faire tout seul. Non, ça, tu dois te débrouiller toute seule. » Je ne parle pas de faire 2 heures de route seul, c'est pas ça. Mais des trucs de la maison. Ça serait bien que tu commences à le faire tout seul. Ça serait bien que tu le fasses sans que je te le demande. Et de le répéter, de le répéter. Quand on les responsabilise, en fait, ça va nous enlever de la charge mentale. Donc même s'ils sont à la maison, on s'est déchargé d'un petit quelque chose qui va nous aider. Je sais qu'en tant que maman, de papa, on n'aime pas trop, on a envie de continuer à s'occuper des enfants. Mais les responsabiliser est une chose très, très utile. Et d'ailleurs, pour eux, c'est un service qu'on leur rend. Ils aiment bien, généralement, en plus. Ça les saoule, mais ils aiment bien quand même. Au début, ils aiment bien. C'est ça. Et donc, on se libère du temps comme ça. Ensuite, les enfants rentrent dans un âge, même s'ils sont à la maison, ils peuvent rester seuls à la maison. Donc on peut très bien, sans que les enfants les a foutus dehors, on peut très bien refaire des choses à l'extérieur qu'on ne fait pas. Par exemple, un gamin qui a 15 ans peut rester seul à la maison tant que vous allez à la salle de sport. Oui, bien sûr. Il ne peut pas être... Même avant. Voilà, c'est pour ça que je dis... Tôt 10-11 ans. Et il peut aussi, les enfants peuvent rester une après-midi à la maison. En plus, maintenant, de nos jours, il y a les téléphones. S'il y a le moins de problèmes, vous savez qui va vous contacter. Par contre, si vous le faites, c'est pas vous qui envoyez un message toutes les demi-heures pour savoir si ça va. Ça, c'est pas soulageant. Donc, on se décharge un peu de ça. Sur le plan professionnel, quand on arrive à la cinquantaine, si on est dans le même type de boulot, en général, ça va, on a fait nos preuves. Si ça fait 20 ans qu'on fait le même type de boulot, ça va. Si on veut changer de voie, ça veut dire qu'on va partir dans une aventure un peu plus passionnante. C'est rare qu'on change de boulot pour un truc... on choisit exprès un truc pourri. Donc, ça dépend, il y a la placardisation aussi. Si c'est placardisation, pour les personnes qui rentrent là-dedans, profitez-en. C'est le moment de trouver une autre passion, autre que votre boulot. Toujours trouver ce côté rebondir. Le seul truc qui reste à cet âge-là, c'est quand on doit s'occuper des parents. En général, c'est quelque chose qui devient... Si les parents sont âgés, c'est quelque chose dont on ne peut pas se dégager. C'est le moment de commencer à préparer, à avoir de l'aide. Si on a des frères et sœurs, de commencer à s'organiser, pas être le seul ou la seule à s'occuper des parents. Et puis, il y a chez les femmes un truc qui est libéré de façon inconsciente. Tant qu'on a les règles, quand on fait l'amour, il y a quelque chose d'associé à la reproduction d'ailleurs. On prend une contraception, on évite. Après la ménopause, c'est fini la contraception. Je ne sais pas si vous avez percuté quand je l'ai dit, mais ça veut dire qu'à partir de la ménopause, quand on fait l'amour, c'est juste pour le kiff. Il y a aussi quand même l'ablation des trompes, qui est pas mal. Voilà. À chaque fois qu'on est libéré, de la reproduction, inconsciemment, et maintenant quand vous faites l'amour, c'est juste pour le plaisir. Donc on se libère aussi de ce genre de choses comme ça. Mais donc alors après, on joue quel match sexuellement quand on a passé la cinquantaine? Est-ce qu'on se rachète plein de lingerie et que c'est reparti, on est à fond?
premier Est-ce match. que c'est vraiment ça? Premier match, c'est de parler avec le partenaire. Avec Ok. le premier. Envie, pas envie, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, t'en es où, etc. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de couples. Alors, c'est drôle parce que je pense à des couples que j'ai vus où j'ai vu monsieur qui m'a dit « Ah, ça serait bien si vous voyiez aussi ma femme, mais seule », et puis, ou inversement. Et tous les deux ont envie de redonner un peu de peps à leur vie sexuelle, mais aucun des deux n'osait le dire à l'autre parce qu'il avait peur que l'autre le prenne mal. Ou le vive mal. Ouais, mais il va se vexer si je lui dis « Ah, au fait, mesdames, si vous êtes dans un couple et que vous avez peur de dire à votre homme que ça serait bien qu'il consulte pour régler un problème sexuel, ou ça serait bien qu'il fasse l'amour autrement, ou que vous avez envie de faire l'amour autrement, si vous avez peur de le dire à votre homme, c'est qu'il y a un problème. Le problème n'est pas sexuel. Hein. On ne doit pas avoir peur de dire ce genre de choses. Et on peut le dire avec beaucoup de positivité. Par exemple, le dire « Bah ouais, c'est à cause de toi, ça va pas. » Non, ça, c'est pas bon. Par contre, dire « Tu sais, j'adore qu'on fasse l'amour à deux. Il y a ce truc-là qui gêne, ça ne te dirait pas qu'on l'améliore parce que franchement, moi, j'adore qu'on aille de mieux en mieux. » Bah, c'est rare que les personnes refusent d'aller se faire aider. Donc, on en parle d'abord. Et en général, d'ailleurs, ça vient de façon même inconsciente. On commence à cet âge-là à avoir de moins en moins, comment dire ça, peur du regard des autres. Je suis sûr que les personnes qui nous regardent, ils nous le diront, mais à 50 ans, ça va, ce que les autres vont penser de moi. Oui. Voilà. Et donc, ça libère aussi sexuellement sur qu'est-ce qu'il va penser, qu'est-ce qu'elle va penser. Si vous ne savez pas, parce qu'il y a un truc qui est très fréquent, c'est des couples ou des femmes dans cette tranche d'âge-là qui ont envie de changer, mais en fait ne savent pas quoi faire. Ils disent, mais je ne sais pas ce qu'on fait en fait pour changer. C'est ça, comment est-ce qu'on fait pour changer finalement sa routine? Commencer à lire des l'hôtel? trucs. Est-ce que... Commencer à lire déjà des trucs, Est-ce avoir qu'on va des dans idées. les clubs échangistes? Direct comme ça, de vie sexuelle éteinte à club échangiste, ça va faire bugger. Je pose des questions. Il y a un neurone qui va craquer à un moment. Non, de commencer ne serait-ce qu'à lire, regarder, mais qu'est-ce qui se fait en fait? Lire des blogs là-dessus, écouter des podcasts comme celui-ci, regarder sur YouTube des vidéos, s'informer dessus. Parfois, c'est le fait de re-regarder des films érotiques, des films porno, qui tout d'un coup... Alors, le but n'est pas de faire comme on voit ou comme on lit. Le but, c'est de s'en inspirer. Ah tiens, ça m'intéresserait, mais moi j'ai envie de le faire un peu autrement. Et à partir du moment où on a commencé à avoir des idées, moi je dis souvent que c'est comme la bouffe. Oui. Si j'ai envie de me réinventer sur la... J'ai envie de cuisiner autrement, ben, je vais lire des livres là-dessus. Peut-être une parenthèse quand même sur le porno, parce qu'il y a quand même une énorme addiction au porno qui est en train d'arriver. Alors je ne sais pas si c'est chez les femmes, mais en tout cas chez les hommes... Chez les femmes, ça a augmenté. Chez les hommes jeunes, ça a explosé au moment du Covid, malheureusement, parce qu'ils se sont retrouvés seuls chez eux, avec des écrans devant eux. C'est quoi ça, l'addiction au porno exactement? C'est quand en fait on ne peut pas s'empêcher de regarder. Il y a 3 critères. Il n'y a que ça qui te donne envie? Non, au contraire, ça peut diminuer. Une des conséquences du porno, c'est que ça peut casser la libido. Et beaucoup d'hommes consultent pour troubles d'érection, dont la cause est le fait qu'ils ont consommé du porno. Parce que la consommation, le fait de regarder le porno, habitue malheureusement notre cerveau au fait que l'excitation vient juste de choses excitantes que je regarde. Et le cerveau perd l'habitude de l'excitation qui vient du relationnel, du fait qu'on passe un bon moment, etc. Puis il y a un truc très concret, le porno, c'est sur des écrans. Si je regarde une scène porno et que ça ne me fait rien, je fais quoi? Je la zappe, je change de vidéo. Si je suis en train de faire l'amour et que ce qu'on est en train de faire n'est pas excitant pour moi, je ne peux pas zapper. Et donc mon cerveau perd l'habitude de qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là en fait? Comment je m'acclimate, comment je retombe sur mes pieds quand ça ne va pas. Et la consommation de porno est très souvent associée à une augmentation de l'anxiété et de la dépression. Donc tout ça va avoir... qui favorise ou parce que l'anxiété favorise la consommation de porno? Quand on est anxieux, le fait d'utiliser le porno, ça détend. Quand on est angoissé, ça canalise un peu la pensée pendant ce temps-là. Et le fait d'utiliser le porno augmente le risque, parce qu'en fait, après, on s'en veut, etc. D'accord, ok, oui. C'est le cercle donc, c'est plutôt la source de troubles sexuels quand c'est consommé. Pour savoir si vous êtes concerné, est-ce que je suis addict ou pas au porno? C'est pas la fréquence qu'il faut regarder, c'est est-ce que c'est devenu un besoin plus qu'une envie pour moi? Un besoin plus qu'une envie. Je sens que c'est pas juste pour me faire plaisir, je sens que j'en ai besoin. Ok. Pour le savoir,
Si on m'empêchait, par exemple, j'ai l'habitude tous les soirs de le faire. Mais j'ai des invités ce soir-là. Est-ce que je commence à être pressé, limite qu'ils partent pour pouvoir avoir mon moment? Est-ce que ça commence à être quelque chose qui me manque? Et si je me force à pas l'utiliser pendant une semaine ou deux, comment je me sens? Est-ce que je suis tendu, nerveux, etc. Voilà. C'est comme ça qu'on sait qu'on est devenu addict. C'était une parenthèse, je pense, qui était pas mal parce que finalement, comment est-ce que dans le couple, est-ce qu'on s'en rend compte? Souvent, quand il y en a un qui est addict au porno, souvent la libido diminue. Quelquefois, on a une addiction au porno avec augmentation d'un comportement sexuel qu'on appelle compulsif ou obsédant. C'est-à-dire le partenaire va demander la même chose. Des trucs typiques, il va faire une focalisation sur la sodomie et il va vouloir essayer. Sauf qu'on le sent qu'il ne le demande pas comme une envie de jouer avec nous, mais comme un besoin qu'il a. Donc soit il y a quelque chose de ce type-là, un comportement compulsif, ou, ça aussi c'est un repère, si quand vous n'avez pas envie et que vous le faites comprendre à votre partenaire, si votre partenaire est frustré, c'est un peu gêné par ça, ok. Par contre, si la personne frustrée devient irritable, dit des choses méchantes, s'énerve, pendant 2 jours fait la gueule, etc., c'est que là, c'était pas juste une frustration, c'est qu'il y avait une addiction à l'acte sexuel, c'était une compulsion dont il avait besoin. Ça, il faut consulter aussi. Ok. Je reviens à l'histoire du porno positif. Oui. Ça peut être utilisé comme je disais tout à l'heure. Une allumette. Oui, un livre de recettes de cuisine. Oh bah tiens, celle-là, Berg, je ne ferai jamais cette recette-là. Celle-là, tiens, pourquoi pas. Par contre, moi, je mettrais de la cannelle plutôt que de mettre ça. Voilà. Okay. C'est un peu comme ça qu'on peut l'utiliser dans Ouvrir les chakras des idées. C'est ça. Okay. Et il y a aussi maintenant un porno que je trouve très intéressant quand on veut relancer la flamme dans le couple, c'est le porno auditif. C'est des histoires érotiques. Porno auditif. Il y a beaucoup de podcasts maintenant, et donc on met le casque, on écoute. Oh, ils doivent cartonner ces podcasts. Oui. Ah, la bonne idée. Je n'avais pas eu cette idée. Et c'est des histoires érotiques qui sont racontées. L'avantage, c'est que ça nous oblige à utiliser tout notre monde imaginaire fantasmatique. Et donc, ça réveille quoi? Tout le monde fantasmatique, en fait, qu'on a dans la tête. Le porno visuel, il n'y a rien à faire. Tout est servi, la soupe est servie. C'est vrai. Donc, ce qui est écrit et auditif, c'est un booster plutôt du monde imaginaire. Relire des vieux SAS, là. Voilà, c'est ça. Ok, ça marche. Ou Kevin, il prend dans les bras Kevin. C'est fabuleux. Ok, donc la cinquantaine, c'est plutôt la réinvention. Oui. Voilà, et trouver des solutions. Donc beaucoup parler, trouver des solutions, se réinventer. Une particularité pour la cinquantaine, c'est que, et je rigole, j'ai 50 ans, comme ça je peux me permettre de le dire. C'est qu'au moment où on commence à rentrer dans la phase, on dit « Allez, j'ai envie de me réinventer, de revivre, de profiter ». En plus, à la cinquantaine, souvent on commence à dire « Attends, c'est maintenant qu'il faut que je profite ». Eh oui, parce que ça se trouve, dans 20 ans, ça finit. Ou, moi, j'ai un pote, il a fait un AVC à 58 ans. Bien sûr. Donc, on a envie. Sauf que c'est aussi à la cinquantaine que notre corps peut nous jouer de mauvais tours. C'est là où il y a la ménopause qui nous gêne, l'andropause, les articulations, on a pris du poids, du diabète, etc. On se soigne, on prend soin de soi le plus possible pour pouvoir se réinventer sexuellement. Okay. Et c'est une période, effectivement, où ça se croise, c'est-à-dire, sur le plan de la santé, on commence à s'occuper de plus en plus de soi-même, mais on profite de plus en plus du fait qu'on s'occupe de soi-même. J'ai l'habitude de dire que à la cinquantaine, notre corps, c'est comme la monture. C'est quand on fait un voyage sur un cheval, par exemple, si au milieu, première moitié du voyage, on peut demander ce qu'on veut à notre corps. Vous pouvez sortir, rentrer, dormir 3 heures, le lendemain aller bosser, pas de problème. À la cinquantaine, si vous ne vous arrêtez pas au milieu du voyage, comme un cheval, vous laissez se reposer, vous vérifiez que ses sabots vont bien, vous lui donnez à manger. Ménager sa monture. Voilà. En fait, notre corps, c'est comme une monture. 45-50 ans, c'est le moment où il doit faire une pause. Avant 45-50 ans, on peut demander à notre corps de nous suivre. Après 45-50 ans, on doit suivre notre corps. Dans les deux cas, on va s'éclater. Je vous rassure, on monte les escaliers moins vite à 50 ans qu'à 20 ans, mais dans les deux cas, on arrive en haut. Tout à fait. Et donc, les sexagénaires arrivent, et là, fabulous. Alors, oui, surtout... Pour tout le monde, vraiment? Alors, j'allais dire surtout depuis les progrès de la médecine sexuelle. Et les personnes de 60 ans
qui sont en train de nous écouter, ou celles qui vont y arriver, vous faites partie de la toute première génération de l'histoire de l'humanité qui peut continuer sa vie sexuelle épanouie, sans problème, après 60 ans, grâce au progrès de la médecine sexuelle. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de couples qui divorcent et beaucoup de couples qui commencent après 60 ans. Beaucoup plus qu'avant. 40% de plus qu'avant. Ah oui, 40%. 40% de plus. Le taux de séparation après 60 ans est 40% plus élevé qu'avant. Et si on se permet de se séparer, c'est aussi matériellement, on a la possibilité, socialement. Oui, c'est vrai. Mais aussi parce qu'on se dit... Les crédits, l'amour n'est plus dans le prêt. C'est ça, voilà. Et aussi parce qu'on sait que si sexuellement ça ne va pas, il y a des solutions en fait. Pour les hommes et pour les femmes. Et donc grâce au progrès de la médecine sexuelle, la vie sexuelle après la soixantaine, elle peut se poursuivre de la même façon qu'avant. Je trouve même que les gens de la soixantaine, c'est pour ça que je disais l'âge du sexe, en profitent pleinement plus qu'avant. On est moins dans la notion de performance, on est plus dans la notion de profiter de ce moment en fait, de le vivre pleinement. D'ailleurs, c'est une expression, je ne dis pas qu'on va tous mourir à 60 ans, hein, mais c'est une expression que j'utilise, c'est j'ai l'impression que moins on a de temps à vivre, plus on prend de temps quand on fait l'amour. Et on le vit et on profite. Et je vois des personnes, par exemple, de 60 ans qui consultent pour des problèmes d'érection. Ils ont leur traitement qui améliore les érections. Mais ils font l'amour sans pénétration. Ils ont pris 1 heure à se caresser à deux, à passer un bon moment, à vivre ce moment-là pleinement, etc. Et je trouve que c'est ça. C'est pour ça que je dis c'est l'âge du sexe. Physiquement, c'est pas l'âge le plus performant sexuellement. Mais émotionnellement, je trouve que quand ces patients de 60 ans me parlent, on sent qu'ils parlent avec ce mélange d'expérience de vie, de vécu. Physiquement, on connaît notre corps, on connaît nos limites, on sait ce qu'on a envie, pas envie. On veut en profiter. D'ailleurs, souvent, ils viennent. Ils sont souvent gênés en disant je ne sais pas ce que vous allez penser de moi, docteur. J'ai quand même 65 ans, je viens vous demander des médicaments pour la sexualité. Bon, rassurez-vous, vous n'êtes jamais jugé en consultation. Et ils rajoutent souvent je ne veux pas faire l'amour 3 fois par jour. Oui. Par contre, je veux profiter. Et ça, par exemple, on ne le dit jamais à 30-40 ans. D'ailleurs, quand on a parlé de la vie sexuelle à 40 ans, on a parlé de quoi? De la fréquence de la vie sexuelle. Le nombre de fois. Ouais. On fait plus. Exact. Là, à 60 ans, on aurait le temps, mais ce n'est pas ce qu'on recherche. On recherche quelque chose de plus qualitatif. Et si tu regardes, c'est comme ça pour beaucoup d'autres choses. Tout à fait. Mais alors, donc, comment est-ce qu'on fait aussi pour rencontrer des gens? Parce que donc, si on a 50, 60 ans... Célibataire à 60 ans, c'est dur de rencontrer. Ouais. Parce que vous dites 40% de séparation en plus. Oui, par rapport à avant. Ouais. Donc, ça met quand même beaucoup de gens comme ça, en mode célibataire. 3 conseils. Le premier... on me demande souvent est-ce que l'utilisation des applis de rencontre, c'est une bonne idée pour les personnes de 60 ans. Et oui, Tinder après 50 ans, est-ce que c'est possible? C'est pas une mauvaise idée, mais à condition de ne pas compter que sur ça. Et surtout d'être prudent. Un des obstacles que je vois le plus souvent qu'on me dit après 60 ans pour faire des rencontres, c'est j'ai peur de tomber sur quelqu'un qui veut juste profiter de moi. J'ai peur de tomber... Alors souvent, quelqu'un qui a un peu d'argent, il dit mais est-ce qu'elle ou il ne va pas venir juste pour ça? Et il y a aussi les enfants. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué. Déjà pour les parents, ce n'est pas si évident que ça de dire tiens, mon enfant va se mettre en couple, mais ça fait partie de l'ordre des choses. Un enfant de 30 ans, 40 ans, dont les parents sont célibataires et vont faire des rencontres, c'est comme si c'était pas dans l'ordre des choses, en fait. Donc c'est difficile pour le parent d'assumer ou pour l'enfant de pas juger? C'est pour les parents difficile de l'annoncer et de dire, en particulier s'ils sont séparés, et comment mon enfant va réagir. Ah, ça y est, t'as remplacé papa, t'as remplacé maman. Ouais. Ou si tu multiplies les conquêtes, alors tu peux peut-être pas forcément le dire, mais si à ça la rigueur, sait... Voilà. Et puis pour l'héritage, donc il y a des choses qui deviennent difficiles. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'être au plus tranquille avec ça. Et surtout, pour les rencontres, je vous conseille... Pas d'héritage. Tranquille. Dépensez tout, brûlez. Voilà. Qu'est-ce que vous allez en faire? Comme Bill Gates, tout dans les fondations.
Je vous conseille le système de domino. D'ailleurs, c'est le moment de se réinscrire en salle de sport, faire des rencontres en club de peinture, randonnée, etc. Et je vous conseille le système de domino pour les rencontres. C'est-à-dire, imaginons, on est amis, je vous invite à un repas où vous dites oh, Gilbert, il est chiant quand même, et on s'ennuie avec lui. Mais vous savez qu'il y a d'autres personnes qui sont là. Ben, vous allez venir, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez sympathiser, qui va vous inviter, lui, plus tard, à une autre soirée. Comme quand on a 20 ans. Et c'est à cette soirée-là que vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être qui va devenir un amoureux ou une amoureuse. Donc, on n'attend pas à aller dans les endroits où on est sûr de rencontrer. On multiplie les endroits parce que ça fait comme des dominos qui tombent les uns après les autres. Ça ouvre l'aquarium. Voilà. Et les rencontres via les sites, oui, c'est utile pour des personnes qui sont isolées, qui ont du mal à se déplacer, qui vivent dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de monde, etc. Et donc 60, 70, 80, est-ce qu'il y a une fin à la vie sexuelle épanouie ? Je vais vous dire les résultats d'une enquête. À quoi s'attendre ? Est-ce qu'à un moment donné, on n'a genre même plus envie ? Ou est-ce qu'on a toujours envie ? L'envie ne disparaît pas avec l'âge. Pour moi, ce n'est pas le critère. Elle disparaît avec l'état de santé et la vie personnelle. Quelqu'un de 80 ans, en bonne santé, qui continue à aller marcher, elle continue à s'occuper d'elle, avoir une vie le sociale, mieux possible, etc. C'est une personne qui a plus de chances de conserver sa libido que quelqu'un qui a 65 ans, malheureusement a fait un AVC et a un handicap, a un enfant qui a plein de problèmes et qui est très triste pour son enfant. Ça, c'est très fréquent. Comment je vais, moi, aller m'amuser alors que je sais que mon enfant est en difficulté. Donc, je trouve que ce n'est pas l'âge en tant que tel, c'est plutôt le vécu qu'on a et la chance qu'on peut avoir et le fait qu'on a pris soin de nous ou pas. Et je trouve que c'est l'âge du couple aussi. 2 personnes de 75 ans ensemble, c'est un jeune couple, qui se sont rencontrés, par exemple, il y a un an. Ben, leur vie sexuelle risque d'être meilleure que 2 personnes de 60 ans, ensemble depuis 40 ans, qui ont accumulé des problèmes de couple. Donc l'âge en lui-même, oubliez que c'est le problème. C'est mon état de forme, mon état de santé, mon état de mental. Est-ce qu'avec l'âge, j'ai appris à prendre du recul par rapport aux choses ? Est-ce que j'ai la chance d'avoir une vie où il n'y a pas trop d'embêtements ? Est-ce que j'ai la chance de prendre du recul par rapport aux embêtements ? C'est plus ça qui peut jouer. Pour répondre à la question, il y a une enquête que j'adore. On a demandé à des gens de plus de 50 ans, à votre avis, est-ce que la vie sexuelle s'arrête avec l'âge ? Et là, les réponses étaient géniales. Ceux qui avaient entre 50 et 60 ans disaient oui, sûrement après 60 ans. Ceux qui avaient entre 60 et 65 ans disaient sûrement après 65. Ceux qui avaient entre 65 et 70 disaient sûrement après 70. Ça veut dire que les gens disent oui, je pense que ça s'arrête avec l'âge, mais plus tard. C'est toujours plus tard. On n'arrive pas à s'imaginer. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est simplement parce que il n'y a pas de représentation, quoi. En tout cas, médicalement, il n'y a rien qui est prévu pour que la vie sexuelle s'arrête. Le patient le plus âgé que j'ai eu, qui a participé à des recherches sur des médicaments de type Viagra pour les érections, est un patient de 92 ans. 92 ? Qui venait de rencontrer une petite jeune de 82 et qui est venu consulter en me disant, il était veuf depuis très longtemps, en me disant, je ne pensais pas qu'un jour, je serais tellement amoureux de nouveau que j'aurais envie d'être en elle. Et donc, comme je te disais tout à l'heure, c'était pas du sexe, c'était de profiter de la sexualité avec une maturité comme ça. Et donc, le traitement qu'il prenait, c'était pas pour faire le jeûne, c'était, il me dit, mais j'ai envie qu'on soit l'un dans l'autre, en fait. Et c'est pour ça qu'il a consulté pour avoir les traitements. Et ça a marché ? Ça a marché. Ok. Ouais. Et malheureusement, quelques temps après, c'est elle qui a eu des problèmes de santé et leur vie sexuelle a diminué. Et d'ailleurs, c'est un couple qui était très touchant parce que quand elle avait des problèmes de santé, elle a eu une paralysie en fait sur des maladies, etc. Et donc, ils restaient ensemble. Et je lui demandais au monsieur, est-ce que vous voulez qu'on continue le traitement, vu ce que vous dites ? Il me dit, oui, on ne sait jamais. D'ailleurs, on fait encore l'amour. Alors, moi, connaissant l'état de santé de madame, je lui disais, c'est bizarre quand même qu'il fasse l'amour. Ça ne correspond pas médicalement. Je lui dis, mais comment vous vous débrouillez ? Il
Il dit, oh, bah, quand elle s'endort, je lui caresse les fesses comme ça, et elle est bien, moi je suis bien. C'était ça. Et donc, et il le vivait pas comme quelque chose, une compensation. C'était de la sexualité pour lui et pour eux. Et le fait d'avoir une érection à ce moment-là, il le vivait comme s'ils partageaient tous les deux quelque chose. Donc, en tout cas, je peux vous dire que non. Je trouve même qu'il y a un truc qu'on ne fait pas beaucoup en France et dans les pays occidentaux, dans presque tous les pays, c'est les maisons de retraite pour couples. Et ça fait pas très longtemps. C'est dont David, tu me parlais d'ailleurs. Et quand deux personnes doivent aller en maison de retraite, ben, ils sont pas si chez eux ils dorment ensemble. Il y a parfois des chambres pour deux. Il y a de plus en plus, mais ça fait pas longtemps. Et la sexualité, l'intimité. Un couple qui est en maison de retraite, par exemple, il faut qu'il ait la possibilité d'avoir une relation, s'ils ont envie d'avoir une relation. Alors, ce qui pose problème, et je sais, c'est qu'à cet âge-là, on peut aussi avoir des problèmes de démence, Alzheimer, qui peuvent désinhiber la sexualité, et donc ça peut gêner. Donc, on travaille pour que les personnels qui travaillent dans les EHPAD et maisons de retraite, le personnel soit formé à reconnaître, ça c'est une vie sexuelle sympa, intime. Non, ça c'est de la désinhibition, ça a l'air d'être plutôt quelque chose lié à une maladie neurologique. Okay. Les traitements pour le Parkinson, par exemple, peuvent booster la libido de façon désinhibée, donc ça peut gêner certaines personnes. En tout cas, tout ça, ça commence à bouger un peu, mais ça répond à la question, non, ça ne s'arrête pas avec l'âge. Et alors, donc, pour terminer ce fil, on va revenir un peu en arrière, puisque voilà, finalement, les jeunes adultes, les ados âgés, entre voilà, peut-être 17 ans, 25 ans, comment ça se passe la sexualité des jeunes? Alors, est-ce qu'ils consultent? Je ne sais pas. Oui. Est-ce qu'il y a de l'insatisfaction? Oui. Est-ce que justement l'avènement des réseaux sociaux... Moi, je suis content de ne pas être jeune de nos jours. Ah oui, pourquoi? Ah ouais. Je suis content d'être de ma génération. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière enquête en France. Les jeunes de moins de 30 ans de nos jours font moins souvent l'amour que les jeunes de moins de 30 ans d'avant et sont moins épanouis sexuellement, alors qu'ils ont plus de pratiques sexuelles et plus de liberté sexuelle. Et j'ai, sur la plateforme, par exemple, Charles.co, un tiers des personnes qui téléconsultent, un tiers des hommes qui téléconsultent ont moins de 30 ans. Ah oui. Ça nous a surpris. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est une tranche d'âge qui a beaucoup de mal à aller voir des médecins en ville pour des problèmes sexuels. Le fait que ça soit à distance, en téléconsultation, ça leur a permis... ça leur a permis de passer le cap. Okay. Je trouve la vie des gens de moins de 30 ans de nos jours plus anxiogène que celle quand moi j'avais 30 ans. Il y a plus d'incertitudes. Je trouve qu'il y a l'avantage d'avoir plus d'informations sur la sexualité, et ça c'est bon, mais plus on a d'informations, plus on a de l'anxiété qui va avec aussi. Quand je sais qu'un truc, je sais qu'un truc. Quand je sais 10, il va falloir que je choisisse. Et ça peut provoquer de l'anxiété. Je trouve qu'il y a aussi beaucoup de conséquences négatives de l'alimentation industrialisée. Il y a des toxiques environnementaux qui cassent la libido dont on parle peu. Là, il y a quoi, par exemple? Par exemple, là, il y a un meuble en bois. Tous les meubles en bois sont traités pour éviter que ça s'enflamme. Sinon, interdit de l'utiliser. Donc, on met un traitement dessus. Ils doivent juste prouver que ce n'est pas cancérigène et que ça ne provoque pas des maladies. Sauf que des études sur les animaux montrent, par exemple, que ce produit qu'on met pour éviter que ça s'enflamme, quand on le met chez des rats, ils copulent beaucoup moins. Donc, il y a probablement quelque chose qui est perturbé sur le plan... Perturbateur endocrinien Plus sur le plan peut-être neurologique qu'endocrinien. Je trouve aussi que la vie sexuelle des jeunes de nos jours est beaucoup plus... Ils découvrent la sexualité par le porno. Oui, bien sûr. Donc, ils se comparent, donc ils se mettent en difficulté. Moi, j'arrive pas à faire ça, moi, j'arrive pas à faire ça. S'obligent peut-être aussi à faire des choses et comme où ils sont pas prêts. Des fois, ils sont pas prêts, ils le font. Des fois, ils pensent qu'ils doivent faire. Et je trouve que chez les jeunes, on est passé d'une injonction de... Je parle de moi, de mon époque, c'est ne pas faire ceci, ne pas faire cela. Oui, nous, on a été la génération sida, surtout pas faire ci, pas faire ça. On est passé, je trouve, à une injonction inverse. Ah bon, tu squirtes toujours pas, toi? Il faut que tu y arrives. C'est quoi, tu? Squirt, c'est l'éjaculation féminine, par exemple. Là, sur les réseaux sociaux, on a l'impression que toutes les femmes doivent... Il y a même des modes d'emploi. Tu mets 2 doigts, tu appuies là, tu fais ça, tu fais ça. Ah, toi, tu pratiques pas ces positions-là? Oh là là. C'est comme si on est passé d'une injonction de ne pas faire
à une injonction de t'es obligé de tout connaître. Et ça met une pression supplémentaire. Alors là, si on rajoute le dernier truc, ça va faire rigoler tout le monde. Parce qu'on a tous déjà vu ça. Les réseaux sociaux où on voit par exemple des jeunes, ils ont 25-30 ans, ils sont dans un café au resto et ils sont chacun sur son téléphone. Ouais. Alors, comment ça joue sur la libido ? Si on est comme ça, qu'on rentre ensuite, mais il faut de la complicité pour faire l'amour. C'est pas parce qu'on a été tous les deux ensemble que... moi, j'ai un couple qui s'envoie des réels de chez eux. Oui, oui, mais d'ailleurs, chez certains ados, les nouvelles relations sont des relations WhatsApp et pas des relations où avec on se tient pas la main, on se fait pas de bisous. Oui. Mais par contre, on s'envoie 1000 messages. C'est ça. D'ailleurs, ils disent pas on s'envoie des messages. On se parle. On se parle. Oui. Sur WhatsApp. Ils disent on se parle sur Snap. Ouais, sur Snap, bien sûr. WhatsApp, c'est... Oui. C'est pour montrer aux parents qu'on a des messages. Et ma fille, elle dit on se parle sur Snap. Et elle a des copines qu'elle n'a jamais vues. Donc oui, c'est un impact différent. Par contre, il y a un effet positif quand même. Les femmes disent non quand elles n'ont pas envie. Je pense que ça joue sur la fréquence aussi. Elles n'osaient pas. Consentement beaucoup plus primordial. Les mecs commencent à comprendre quand même que c'est pas comme dans les films porno. Dans les films porno, elle dit non, puis après elle est toute contente, elle jouit. Ben non, c'était juste un scénario. Livreur de pizza arrive et 2 minutes après ils font l'amour. Non, fais pas livreur pizza pour ça, laisse tomber, ça marche pas comme ça. Donc il y a cette notion de consentement, le devoir conjugal n'est plus. Donc il y a au moins ça, ces choses-là qui ont changé. Et comment est-ce qu'on leur parle du coup parce que par exemple moi j'ai vraiment souffert d'un peu une omerta sur la sexualité quand j'avais peut-être 15-20 ans avec mes parents, vraiment on n'en parlait pas. J'aurais aimé moi aussi. Sauf attention sida, alors ça oui on en a beaucoup parlé, préservatif, protection, machin. Mais par contre le côté fun, sympa ou même petits conseils ou tips de parents, j'en ai vraiment pas trop eu. C'est vrai que nous, on est une génération où quand on nous parlait de la sexualité, ses premiers mots, c'était « attention ». Danger. Oui. C'est ça. C'est ça le sexe. Oula. Alors, je vais vous rassurer. Donc, quels sont les mots ou les moments à choisir pour parler à un garçon, une fille ? Un enfant, on va dire au moment de la puberté, etc. D'ailleurs, il y a un élément qui a changé, c'est qu'il y a la vaccination contre le papillomavirus. Absolument, maintenant, à faire. Que je recommande. Ça a diminué vraiment les cancers du col de l'utérus. Et normalement, c'est un moment où le médecin ou le gynéco pose la question, est-ce que tu as déjà eu des relations sexuelles ou pas ? C'est quand même à 11 ans. On peut le faire jusqu'à l'âge de 14 ans. Okay. Donc, voilà. Juste pour vous rassurer dessus, avant que ça commence, j'avais travaillé sur quelles conséquences ça aura sur la vie sexuelle. Parce qu'on avait peur que la personne se dise, tiens, je suis vacciné, je ne peux plus attraper le papillomavirus, est-ce qu'elles ne vont pas le vivre comme une sorte de passeport pour une vie sexuelle débridée ? Figurez-vous que c'est l'inverse. C'est-à-dire les personnes, les enfants, ados, qui ont eu accès à une discussion autour de la sexualité, à cause du moment de la vaccination, parce qu'à l'époque on le faisait à 13-14 ans surtout, c'était des ados qui avaient moins de comportements sexuels à risque que ceux qui n'avaient pas eu cette discussion-là. Donc contrairement à ce qu'on pense, le fait d'en parler est plutôt positif que négatif sur la prise de risque dans la vie sexuelle. Quand c'est un enfant pubère, jusqu'à l'âge de l'adolescence, on évite de parler de ce sujet si l'enfant ne l'évoque pas d'une façon ou d'une autre. C'est que inconsciemment, ce n'est pas prêt. On ne va pas voir un gamin de 10 ans en lui disant « Écoute, il faut que je te parle de certaines choses sexuelles. » Waouh, ça peut être traumatisant. Après la puberté, 13-14 ans, là, en général, il commence déjà... je vous conseille de voir les réactions. Vous êtes en train de regarder un film, une série, un truc. Au fait, même si c'est chiant, vraiment, moi je le fais, mais je le fais parce que il faut le faire. Regardez des vidéos YouTube, des ce qu'ils regardent avec des influenceurs que vous supportez même pas. Plongez dans leur monde. Ça vous permet de parler avec leurs mots, ça vous permet, ne serait-ce qu'un truc. Ah, mais t'as pas la rêve, toi. Plongez dans leur monde, ça vous permet que le jour où vous voulez aborder ce sujet, vous avez déjà la connexion. Et regardez comment il réagit. Si l'enfant, au moment où il y a un bisou de personnes qui sont un peu dénudées, si vous voyez qu'il est très gêné, mal à l'aise dans la tête, vous savez que vous n'allez pas lui parler de la même façon que regarde, puis un petit regard un petit clin d'œil entre vous, et puis ok, on a compris. Donc, avant de commencer à en parler, essayez de créer une complicité.
Je vous rassure sur un point, en tant que parent, ce n'est pas obligé qu'on en parle. On doit simplement... l'obligation, c'est de dire à l'enfant où il peut s'informer. Moi, je suis médecin sexologue. Alors, je vous raconte l'anecdote vite fait. Je suis médecin sexologue. J'ai mis 8 ans à dire à mon père ce que je faisais comme spécialité médicale. Surtout qu'il ne vivait pas en France. Et le jour où je lui ai expliqué, il est resté comme ça pendant 30 secondes sans rien dire. Il m'a dit, t'as fait combien d'années d'études? J'ai dit 13 ans. 13 ans pour savoir ça. Si tu m'avais posé la question, je t'aurais expliqué. Et on est resté là. Et je vous dis, j'ai une fille et c'est pas si évident que ça. Notre rôle en tant que parent, c'est de dire simplement que ça fait partie de la vie. Et on peut en discuter. Si t'es pas à l'aise pour parler avec moi, c'est pas grave. Je sais que tu es très proche de Tati. Vas-y, tu peux lui en parler. Ou tu peux en parler avec l'infirmière scolaire ou l'infirmier scolaire. Tu peux en parler aussi avec... beaucoup les infirmières scolaires. Et notre médecin, tu t'entends bien avec. Bah, écoute, si tu as besoin, tu en parles. Viens m'en parler. Par contre, je te préviens, ça sera... Il ne faut pas s'attendre à ce qu'on soit détendu, mais allez, on fait au mieux, ok? Moi, je fais un effort, toi, tu fais un effort. Et remarque que j'ai mis du temps à capter, et c'est à force de discuter avec les parents. Quelquefois, les enfants ne disent pas certaines choses, pas parce qu'ils ont peur d'être engueulés, pas parce qu'ils ont peur qu'on les gronde ou peur qu'on les punisse. Ils ont peur qu'on soit, nous, inquiets. Et donc, pour nous préserver, ils ne nous disent pas certaines choses. D'où l'importance, quand un enfant nous dit un truc, même si on a envie de dire « Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais c'est quoi cette connerie ?» Non, je serre les dents, je ne le fais pas, parce que si je le fais comme ça, bah, la prochaine bêtise qu'il fera, c'est pas moi qui viendra voir. Donc, ne vous sentez pas dans l'obligation d'en parler. En revanche, sentez-vous dans l'obligation de faire de ce sujet une sorte de non-sujet. Bah oui, on peut en parler si tu veux. Pas avec moi, pas de problème. Tu peux en parler avec ta maman ou avec quelqu'un d'autre. C'est la même chose, par exemple, pour les filles, pour les règles, quand il y a les menstruations. Il y a des parents qui sont super à l'aise pour en parler, d'autres moins. Le plus important pour l'enfant, c'est de savoir à qui s'adresser. Pas obligé que ce soit les parents. Si c'est les parents, parfait, génial. Mais du moment que l'enfant sait, il y a 7 personnes avec qui je peux en parler, vous avez déjà tout fait. Ok. En gros, juste les mettre à l'aise, quoi. Tu peux parler avec machin. C'est ça. Okay. Et alors, il faut que je parte, t'es à un âge, je sais que tu vas en sortir, il faut que je te montre les préservatifs, tout ça. Ne vous attendez pas non plus à ce que l'enfant dise « Ah, ok, merci, j'attendais qu'on évoque le sujet, on peut s'installer. » Non, il va être gêné, mais il va écouter. Votre fille va être gênée, mais elle va écouter, le message va passer. Et donc, c'est quoi? On montre, on déballe, on montre comment ça s'installe, on demande, prend un concombre, une banane. Est-ce que tu sais? Croyez-moi, avec YouTube et les réseaux, ils savent. Okay. Ce matin, je faisais une intervention dans un lycée sur le porno. Et on posait des questions sur « Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça ?» Ils savaient tout. La seule chose qu'ils ne savaient pas, c'est comment on fait pour ne pas devenir accro au porno. C'est le seul truc qu'ils ne savaient pas. Mais posez d'abord la question à vos enfants. Ça, tu sais ce que c'est? Oui. Tu sais comment on l'utilise? Oui. Ben, dis-moi vite fait. Montre-moi. Pas montre-moi. Ah non, d'accord. Dis-moi vite fait. Si Bégaye il parle en suédois à ce moment-là, c'est qu'il ne sait pas. Ok. Si il dit « ça va, j'ai compris, c'est bon, on colise le truc, machin, voilà, c'est bon. » Même s'il y a de la gêne, et ça c'est un conseil que je vous donne, que ce soit en consultation ou en éducation, n'attendez pas qu'il n'y ait pas de gêne, c'est normal qu'il y ait de gêne. Oui. Au contraire, quand on en parle, zéro gêne, zéro tabou, c'est un peu bizarre, non? Ok. Quand, au fait, papa, hier j'ai eu une relation sexuelle, alors oui, la pénétration s'est passée de cette façon, et ça fait bizarre. Donc c'est normal qu'il y ait une limite, qu'il y ait une sorte de pudeur, une petite gêne. Le tout, c'est qu'on se dit, allez, l'information est passée, quoi. Oui, ça faisait très American Pie, là. Ouais, voilà, c'est ça. Avec la bouteille de ketchup pour montrer. Ça, le cheesecake. Nous, on a la rêve, peut-être pas vous. Autre chose que j'adore, c'est que notre génération et la génération de ceux qui ont 60-70 ans maintenant, je trouve nous sommes et ils sont en train d'installer un repère de la vie sexuelle épanouie. Oui, tout à fait. L'âge. Plus de représentation positive. Nous, quand on avait 20 ans, on ne voyait pas beaucoup de femmes de 60 ans qui disent « je suis épanouie sexuellement ». Donc, on avait cette représentation que c'est mort après 50 ans, 45 ans. Les jeunes de nos jours voient beaucoup.
ils écoutent des podcasts comme ça. Ils voient des femmes qui, à 60 ans, continuent à dire qu'elles sont épanouies, relations de couple, amoureuses, etc. Donc, c'est pas bizarre pour la génération de maintenant de se projeter comme étant vivant sexuellement à l'âge de 60-70 ans. Oui, en fait, on est en train d'ouvrir un nouveau champ possible. Exactement, complètement. Merci beaucoup, docteur Gilbert Boujaoudé, pour toutes ces explications. Merci. C'était vraiment très intéressant. Je rappelle votre plateforme, charles.co. Pour les troubles sexuels masculins et aussi d'autres troubles, par exemple pour l'obésité médicale. C'est des médecins spécialisés dans leur domaine. Et c'est des consultations en ligne. En ligne, et la chaîne YouTube charles.co sur laquelle je parle beaucoup de sexualité. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous, merci de l'invitation. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Est-ce que ça vous a donné envie de continuer à explorer votre sexualité, peu importe votre âge? Est-ce que ça vous a ouvert des portes, des possibles, des chakras, des nouveaux moyens de communiquer avec votre partenaire? Oui, non, racontez-nous tout ça en commentaire dans le podcast, soit sur les plateformes de streaming ou aussi sur YouTube où vous pouvez écouter ou regarder cette conversation. À très bientôt et bonne fête de fin d'année. Salut!